canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Alors, ça n'a rien à voir, mais là, je viens de penser à un truc. Je me disais que si vous arrivez chez Gaumont à avoir les droits de Frontières chinoises, le dernier film, un des derniers films de John Ford, qui est introuvable Oui, aujourd'hui, sauf en Italie, qu'est-ce que je pourrais. Je sais pas ce que. Je vous offre mon appartement ou ma maison, je sais pas. c'est pas tellement dans l'ADN Gaumont, mais qui sait, qui sait. Eh oui, qui sait, qui sait. Sylvain Perret est de retour chez Microciné. Je suis très content pour plein de raisons. Déjà Moi parce que j'aime aussi, bien moi aussi. discuter. Merci à toi, j'aime bien discuter avec toi. Et puis aussi parce que tu es venu vers moi avec quelques friandises DVD, Blu-ray, pardon, et je suis assez content. Et on va parler de 3 à 5 films. Alors, est-ce qu'il y a des points communs? Peut-être, on verra tout ça, mais ça dit des choses, ça dit de belles choses. Alors, les films en question, c'est Le Château des Amants Maudits. Tous ces films, je crois, sont sortis en Blu-ray le 19 juin, si je ne Ça me doit être trompe ça. pas. Ça doit être ça. Ça doit En être fait, tu ça. sais, quand on travaille à une édition d'un film, le moment où il sort, ça fait déjà 2 mois qu'on est passé à la vague suivante. Donc, Ouais. quand on nous demande généralement, mais qu'est-ce qui vient de sortir en magasin, j'en sais rien du tout parce qu'on est déjà dans les prochains. Ceux-là, ils sont sortis, ceux-là, il y a 6 mois. Donc, on est un peu. Mais ils ont dû sortir, oui, ça, ils ont dû sortir il y a à peu près un bon mois. C'est ça. Donc, ça prouve que je suis très en retard, comme d'habitude. Mais il faut en parler et c'est important. Donc, Le Château des Amants Maudits, un film cultissime de Ricardo Freda, peut-être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts par les aficionados de Freda. Il y a Les Coupables, le de Luigi Sampa, ça c'est important, ça aussi, qui date de 52. Il y a La Bête, The Beast, de Lee Jong-ho, qui est un film beaucoup plus récent, qui date de 2019. On verra pour quelle raison ce film est important aussi. Et puis, il y a un diptyque, ce que tu appelles, toi, les films durs de Oui. Fernandel. Et il y a Meurtre, qui date de 1950, réalisé par Richard Potier. Et ça, il faut connaître un peu qui est ce cinéaste, qui est un cinéaste un peu touche-à-tout. Et Le Voyage du Père. Et Le Voyage du Père, qui date de 66, de Denise de la Patelière, dont j'ai un très bon souvenir avec Rue des Prairies. Et je crois qu'il a eu un hommage récemment de la Patelière, si je ne me trompe pas. À Lumière À en Lumière. 2023. Et c'est à cette occasion qu'il y a eu un scan enfin, qu'il y a eu une copie du Voyage du Père qui a été nettoyée et que j'ai pu récupérer pour faire cette édition. Parce que j'avais déjà Meurtre qui était prêt, mais ça me semblait un petit peu, pas léger, mais ça me semblait plus intéressant de le rattacher à un autre film de Fernandel qui aurait été Hmm. dans cette face un peu cachée, le, le Fernandel noir, le Fernandel, donc effectivement, comme je dis, les films durs, il y a les romans durs de Simenon, il y a aussi les films durs de certains acteurs ou de certains réalisateurs, et là, en l'occurrence, Fernandel. Moi, j'ai un souvenir de enfant d'un film d'Henri Verneuil, un de ses premiers films qui s'appelle La Table aux crevets, je crois, Oui, oui, oui. où il joue plusieurs rôles. Et il y a une séquence, je ne sais plus, alors c'est vrai, là, je te parle d'un souvenir d'enfant. J'ai 48 ans, donc je vais peut-être me tromper, parce que je ne l'ai pas revu récemment. Et j'ai un souvenir où il joue aux cartes, où il y a quelque chose comme ça. Et Alors non, c'est tu confonds avec Le Mouton à six pattes, qui est le de Henri mouton à six Verneuil. pattes. Oui, le Et c'est mouton vrai à que six pattes. Henri Verneuil, c'est un des rares cinéastes qui a essayé, tout en faisant ce qu'il appelait des Fernandelleries avec lui, c'est-à-dire des films un peu sur mesure, a essayé de tordre un petit peu le cou à l'image de Fernandel en disant bon, tu sais faire ce que tu sais faire, tu peux le faire toute ta vie. Le Fernandel, un peu Benet, le tendre, euh, le, le personnage qu'on connaît et qui est aujourd'hui De qui est chez encore Pagnol, le personnage qu'on voyait un peu chez Pagnol notamment, à la base. Mhm. notamment. Et moi, je vais essayer de t'emmener autre part. Donc, la table au crevé, effectivement, c'était ça. Le mouton à six pattes, je crois qu'il y a un sketch, effectivement, qui est peut-être un peu plus noir que les autres, mais là, il revient un petit peu à ce qu'il sait faire. Puis, il y a le boulanger de Valorgue, qui Ah est pas oui, intéressant. C'est où là, Fernandel joue un peu son propre personnage, mais il joue un boulanger dans le sud, dans un petit village. Donc, bon, on se dit, c'est du Fernandel tout craché, sauf qu'il n'est pas aimable. À chaque fois, on se dit, mais on n'est pas de son côté parce que Verneuil a assez intelligemment noirci le trait pour essayer d'en faire un personnage pas sympathique, quoi. Donc c'est assez intéressant. Je bon, pense que on les continue. films intéressants, pas les films qui sont sur des rails. Et quand un acteur décide d'aller à contre-courant, un réalisateur, un auteur, c'est toujours même si c'est raté, c'est toujours enrichissant, je trouve. Exactement. Je rappelle quand même que tu es responsable éditorial chez Gaumont, d'où ta présence aussi, d'où tous ces films. Et avant qu'on revienne, enfin qu'on revienne, pardon, avant qu'on continue à parler de Fernandel, moi j'ai une petite question vous savez, de cuisine interne, pour le coup. Comment ça se passe de choisir
ces films-là, en l'occurrence, de travailler sur ces films-là? Pourquoi ces films-là? Ah. Par exemple, pour ces 6 films, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller les attraper au vol et qu'ils deviennent, qu'ils finissent par être dans le catalogue? Comment ça se passe? Tu veux dire dans la collection des Inclassables, qui est une sous-collection, ou en général? Oui, oui, dans les Inclassables, pardon, excuse-moi, dans la collection des Inclassables. Et dans les Inclassables, c'est des films qui sont sur le modèle des autres éditions qu'on a, qui s'appelle la collection Gaumont Découverte. C'est-à-dire que ce sont des boîtiers blancs. Attends, je vais vous montrer. Hop, j'en ai un là. Ce sont des boîtiers blancs comme ça, qui sont des films qui sont restaurés, pour lesquels on a du matériel haute définition, ou 2K, ou 4K, comme ça. Vous voyez, c'est charté, etc. Et on a un certain nombre de films qui ont été édités, qui sont des films très souvent typiques du catalogue Gaumont. C'est-à-dire, on sait à peu près ce qu'on va avoir. Ça peut être du Gabin, ça peut être du De Funès, du Yves Robert, ça peut être... là, on a un film avec Charles Aznavour, donc voilà, ça peut être... on sait à peu près ce qu'on a. Et moi, j'avais envie de tenter quelque chose, c'est essayer de faire une sorte pas de musée des horreurs, mais d'ouvrir le chapiteau et de montrer un petit peu la partie des frics ou des sans-grades, des bizarreries qu'on avait dans le catalogue. Et j'ai commencé à faire une liste. Alors notamment, il y a pas mal de films italiens, parce que les films italiens, quand on les exploite, à part forcément dans une collection classique, quand on sort 8,5, effectivement, c'est simple. Mais quand on va sortir des films un peu plus obscurs ou d'exploitation, généralement, il faut les traiter de manière un peu différente. Et j'ai proposé, en faisant une liste d'une quinzaine de titres, des films qui auraient justement cette patine et qui pourraient être, qui sont un petit peu inclassables par rapport à ce qu'on a comme image du cinéma Gaumont. Un cinéma des comédies ou des drames, mais quelque chose d'un petit peu, on va pas dire standardisé, mais en tout cas, on a une image en tête de ce que ça peut être. Et moi, l'idée, c'est de dire, attendez, venez, je vais vous montrer autre chose. Et donc, j'avais fait cette liste. Maxime Gruman et Jérôme Soulet, qui sont mes supérieurs, comme ils me laissent très souvent faire mes bêtises, pas tout le temps, mais très souvent, là, ils m'ont laissé. Donc, maintenant, il fallait que je le fasse. Et donc, il fallait avoir un traitement un peu particulier. Donc, pour ces films-là, on garde la jaquette que je vous ai montrée tout à l'heure, mais on fait un premier tirage avec une jaquette un peu différente, un peu stylisée. Voilà, donc je remontrerai à 62, mais l'autre côté de la jaquette. Comme ça, vous avez les deux. Et il y a en plus une présentation de ma pomme qui vient vous présenter un petit peu, en 3-4 minutes, expliquer un petit peu pourquoi ce film est un peu particulier et a ses spécificités. Et puis j'ai aucune autre limite que il faut que ça appartienne au catalogue et que ce soit restauré. Et là, ça m'a permis de mettre en avant des films que j'aimais beaucoup, mais qui, si je les avais sortis peut-être en dehors de la collection, on n'aurait pas eu la visibilité qu'à mon avis, ces films-là méritent. Ça, c'est des films que j'aime, bien sûr, parce que comme je mets ma tête dessus et mon nom dessus, il faut au moins que je les apprécie, parce que sinon, il y aura un truc un petit peu... déjà, ça ne m'amuserait pas, et puis ça serait très cynique de ma part. C'est des films que j'aime énormément, qui ne sont pas forcément parfaits toujours, mais qui ont, comme je disais, cette spécificité, ce décalage par rapport à ce qu'on pourrait attendre de tel film du catalogue Gaumont et en général. Je pense notamment au Coupable de Luigi Zampa, qui est un film que j'avais découvert, tout comme le réalisateur d'ailleurs. Depuis quelques années, on redécouvre un petit peu, même on découvre plus exactement le cinéma de Luigi Zampa, qui n'est pas un réalisateur de cinéma bis, mais qui n'est pas un réalisateur dit classique, qui est passé un petit peu entre les gouttes de toutes les rétrospectives qu'il y a pu y avoir au fil des années, même s'il y en a eu une il y a quelques années, à la Cinémathèque. Mais en tout cas, il n'a pas eu la notoriété à mon avis, qu'il mérite. Et donc, ça m'a fait plaisir de montrer un de ses films qui, en plus, sinon un de ses meilleurs films, un de ses très bons films. Et voilà, je crois que pour certains, ça a été une... J'ai 2-3 personnes qui m'ont dit « Ah non, celui-là, c'était une belle découverte, j'étais content. » Voilà, et ça permet aussi de faire, comme tu disais, avec le Fernandel, les Fernandel, essayer de faire des doubles programmes et rapprocher, même j'aime bien dire des triples programmes. C'est-à-dire, je mets 2 films et puis je pose une question dans les suppléments sur le lien entre ces 2 films. Alors, on ne le fait pas à chaque fois, mais c'était la même chose avec dans la première vague que je le retrouve. Ouais, on avait, tu connais très bien maintenant, j'en avais parlé très longuement, peut-être trop longuement, mais voilà, les Mondo, ça me semblait cohérent de les montrer tous les deux parce que on voit les 2 films et si on va un peu plus loin, on a la troisième mi-temps, si on veut, c'est l'analyse de cette question. En fait, on pose une question, qu'est-ce que c'est que le Mondo et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui et qu'est-ce que ça dit de ce cinéma-là, de la France de cette époque. Voilà. Et pour Fernandel, on a fait la même chose. J'étais avec, on y reviendra peut-être, mais j'étais avec un intervenant et un bon camarade qui s'appelle Sébastien Lepage-Lec et qui lui a toujours une
bonne vision du cinéma, je trouve, et on a une conversation tous les deux sur ces films durs de Fernandel. C'est ce qui crée finalement ce qu'on appelle une ligne éditoriale, c'est-à-dire que il y a si on devait trouver peut-être un point commun, à part le fait que ce sont des films intéressants, dont certains même le sont devenus, peut-être avec le temps, peut-être aussi, c'est qu'il y a, et c'est ça qui est très troublant, il y a comme ça une volonté, je pense par exemple à Meurtre ou au voyage du père, voire même Les Coupables, il y a comme ça une volonté de réinscrire certains films dans l'histoire du cinéma. Ah, toujours, de toute façon, c'est toujours ce qui est intéressant avec le travail éditorial, c'est qu'un film peut être édité, je pense, 3 ou 4 fois. Si c'est des éditeurs différents, on va avoir 3 points de vue différents. Et on va rééditer dans quelques mois, au sein de la 3e vague d'Inclassable, mais ça, j'en parlerai peut-être à la fin si tu veux. On va ressortir un film qui existe déjà et on essaie de trouver un autre. On voit ce qui a été fait précédemment. On essaie de trouver un autre point de vue, d'autres intervenants et d'autres questions à se poser sur ce qui nous semble intéressant de mettre en avant dans cette collection. Où est-ce qu'il lit ces films? C'est au-delà de trucs totalement personnels qui serait j'aime ces films, ce qui est un peu ridicule parce que de toute façon c'est totalement subjectif et puis on s'en fiche de savoir que j'aime les films ou pas. Mais en tout cas, le vrai lien, ce sont des films qui appartiennent au catalogue Gaumont et ce sont des films qui sont inattendus quand on parle de Gaumont. On ne s'attend pas à ce que chez Gaumont, il y a un film coréen d'action. Il y a une très bonne raison pour ça. Ou alors on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des mondos, comme je disais l'année dernière, ou certains films italiens. Mais il y a des explications à ça. Pour les films italiens, souvent, c'est des coproductions, donc on a des parts. Pour les mondos, c'est parce qu'on avait, comme j'avais expliqué l'année dernière, c'est des films qui ont été rachetés. Parce que des sociétés peuvent racheter des catalogues existants, des sociétés qui déposent le bilan ou qui veulent cesser leur activité et qui partent et disent écoutez, on a 15 films, est-ce que ça vous intéresse? On prend les 15 films, et puis dans les 15 films, il y a des films qui sont très, très Gaumont dans l'esprit, et puis il y a aussi des mondos qui sont pas très Gaumont dans l'esprit. On prend tout, et puis on verra. Et puis moi j'arrive et je dis je vais faire mes bêtises, je vais prendre cela. Il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ces films-là. Et pour le bien-être de tous et de toutes, c'est-à-dire les spectatrices et spectateurs. On va faire film par film, et puis on terminera par le binôme Fernandel, parce que ça c'est vraiment un truc à part. Alors le château des amants maudits, bon, on parlait de cinéma de quartier, tiens, il y a 2 ans. C'est vraiment le type film de cinéma de quartier. Si tu pouvais nous dire 2-3 petites choses sur le château des amants maudits, qui est un... Alors, c'est marrant parce que j'avais complètement zappé en le revoyant qu'il y avait aussi des similitudes avec le film de Fulci, Béatrice Cenci. Lien d'amour. C'est exactement. C'est la même histoire. Cenci est un personnage quasiment légendaire, même plus que légendaire, parce que c'est un personnage qui a vraiment existé dans l'Italie du XVIe siècle, je crois. Oui, ça doit être ça. Je ne vais pas dire de bêtises. Et son histoire a fait l'objet d'énormément d'adaptations au cinéma, dans la littérature, en musique. Et une des adaptations, c'est effectivement cette histoire enfin, c'est celle dont tu citais, c'était la version de Lucio Fulci, qui était, je crois, un des films que Fulci préférait. Enfin, j'ai lu ça plusieurs fois. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été marqué plusieurs fois que Fulci aimait énormément cette adaptation. Qui est un film qui rompt un petit peu avec l'image qu'on a aujourd'hui de Fulci, qui est ce réalisateur de films d'horreur, donc qui est un réalisateur pourtant beaucoup plus riche et peut-être plus intéressant, et dont on ne connaît qu'une partie de la carrière. Et Ricardo Freda a fait quelques années avant une adaptation de cette histoire-là, avec Le Château des Amants maudits, qui est un film typique du cinéma de Freda, c'est-à-dire extrêmement fauché. On sent qu'il y a dans le viseur un modèle américain ou un modèle plus classique, mais Freda va, par la forme et le fond, un peu le pervertir en essayant de trouver plein d'idées de mise en scène pour cacher son budget, donc ce qui est toujours intéressant, parce que c'est des idées plutôt intelligentes, des idées techniques, des idées d'artifice. Et il y a un goût aussi pour pas le roman de gare, mais le roman à la Dumas. Oui, c'est feuilletonesque, on va dire quelque chose comme exactement. Ça aussi. Ce goût de l'aventure, ce goût des péripéties et
des rebondissements. Et on sent qu'il y a ça dans ce cinéma-là qui est assez fascinant, avec beaucoup d'idées, je trouve, de mise en scène dans les couleurs notamment. Je sais que on a tendance à tout ramener à Mario Bava, ce qui est à la fois intéressant, mais toujours un petit peu, qui donne une idée un peu fausse. Mais je sais que Mario Bava a travaillé quelques jours sur le film. Je l'ai appris en faisant les suppléments. Mario Bava a tourné quelques séquences du film. Donc on voit qu'il y a quand même un goût pour la couleur et la forme, etc. Si vous ne connaissez pas Riccardo Freda, c'est un réalisateur qui a fait, comme d'autres réalisateurs italiens, qui a touché pratiquement à tous les genres. Mario Bava aussi a touché à tous les genres. Mais Riccardo Freda est peut-être l'ancêtre de l'artisan, plus que le super artisan. L'artisan génial qui va faire un peu de tout ce qui lui tombe sous la main. Ça peut être du western quand c'est la mode du western, du péplum parce que c'est la mode du péplum. Et puis il va apporter un petit peu sa touche dans tout ça. Et avec le Château des Amants Maudits, alors là, par contre, là, j'ai une source, parce que lui aussi disait qu'il aimait beaucoup ce film et que c'était un de ses préférés. C'est Jean-François Roger de la Cinémathèque qui avait fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 2010 ou 2011, enfin en tout cas tout début 2010, une grande rétrospective Riccardo Freda, et qui est un grand fan de Riccardo Freda. Donc c'était presque évident de lui donner la parole pour cette édition. Et il nous en a parlé avec beaucoup de passion. Et dans les bonus, il nous dit que dans l'autobiographie de Riccardo Freda, que je n'ai pas lu, je crois qu'il n'est pas traduite en français, Riccardo Freda disait son attachement à ce film-là en disant que c'était un de ses préférés. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Peut-être sur le travail c'est un film en couleur. Oui. Et sur ce travail où il est à la limite du kitsch, il est entre le baroquisme et Oui. le kitsch. Oui. Et je pense à la séquence finale, par exemple. Bien sûr. Oui, mais je me souviens de ce jaune très prégnant. Il y a des robes jaunes qui sont très étonnantes. Il y a un goût, effectivement, pour la forme et pour montrer un peu le luxe et le fast. Alors que si on regarde bien, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'argent et qu'il y a toujours des idées un petit peu intéressantes, d'essayer de tout mettre dans le cadre, parce qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Je pense qu'on tournait un peu la caméra trop à gauche ou trop à droite. Alors, trop en haut, on avait les projecteurs. En bas, on a le pied des techniciens, mais à gauche et à droite, on avait certainement le décor. On sent qu'on est un petit peu serré, mais malgré ça, il y a ce goût-là. Et effectivement, il y a ce truc sur la couleur. Il y a une analyse assez toujours Jean-François Roger qui nous fait une analyse assez fine de la toute dernière séquence. Et sur la hache en particulier, alors je vais peut-être pas le dire parce que je sais que les personnes aiment mieux découvrir le film, avoir l'analyse après. Donc je vous conseille de voir le film avant, mais il y a tout un jeu de reflets avec cette hache qui est extrêmement pertinent et que j'avais pas vu. Quand on arrive à avoir des clés comme ça de compréhension quand on fait des suppléments en tant que responsable éditorial, c'est assez enrichissant parce qu'on se dit, bah tiens, on a bien fait de lui donner la parole parce que même nous, on apprend un truc et c'est assez intéressant. Il y a de cela, effectivement. Alors, le deuxième film, on en a un tout petit peu parlé, c'est Les Coupables de Luigi Zampa, qui date de 1952. Et j'avais vu comme ça qu'il a cette particularité c'est l'un des premiers films qui parle de la mafia, la Camorra. Voilà. C'est un des premiers films italiens qui parle oui, je sais pas si c'est la Camorra ou la mafia. En tout cas, c'est la mafia milanaise, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, le principe du film est simple, c'est qu'il y a un meurtre est perpétré dans une ville et on va rechercher la police va rechercher le coupable et un juge va se rendre compte que ça dépasse juste le petit fait divers, le règlement de compte entre, je sais pas, deux pêcheurs ou deux kidams. C'est un peu plus compliqué que ça. Et or, à chaque fois qu'il commence à enquêter un peu plus, il est face à des murs et personne ne veut parler. Et son trajet, ça va être essayer de faire tomber cette mafia et faire tomber ses coupables. Et qui sont-ils? Zampa, tu sais, c'est un réalisateur extrêmement intéressant et c'est très étonnant. Là, on peut bénir l'édition française parce que, au-delà de moi, je crois que j'avais vérifié ce qui existait comme édition étrangère. Et dans le monde entier, si on enlève la France, il n'y a qu'un film qui existe, je crois, en Italie ou aux États-Unis. C'est tout. Et en France, on en a plusieurs. On a Les Maîtres qui est sorti chez Chaque Film, qui est excellent. On a Canal+, qui en a sorti un dans la collection de Torret. Mes collègues de Pathé en ont sorti un récemment pour L'Amour du ciel avec Jean Gabin,
récemment. En tout cas, la France est le pays au monde qui s'est le plus intéressé en vidéo au cinéma de Luigi Zampa. Donc c'est assez intéressant. En espérant que cette partie du travail puisse aboutir à une réévaluation du cinéaste. Ce qui, pour l'anecdote, je l'ai montré à un ou deux collègues en disant il faut que tu regardes ça quand même. On recevait les premiers tests. J'ai dit il faut que tu vois ça et tout. Oui, mais on l'a qu'en VF. Non, ça y est, j'ai retrouvé on a la VO, donc j'ai la VO. Tiens, regarde. En plus, la copie italienne était un peu plus longue. Elle a des cartons. Dans le film, Zampa filme souvent des journaux. Et dans la version française, c'est les journaux qui sont en français. Or, dans la version italienne, bien sûr, c'est en italien. C'était une coproduction entre la France et l'Italie. Et nous, on connaissait chez Gaumont que la version française. Là, on a pu mettre la main sur la version italienne qui a forcément ses cartons en italien, mais qui en plus ça possède, je crois, 8 minutes de plus. C'est pas 8 minutes essentielles, mais c'est toujours des parties narratives extrêmement intéressantes. Et on avait enfin cette version-là. Je montre le film à ma collègue. Oh, c'est super, on va essayer de le proposer en festival, on va voir si ça plaît, etc. Je suis très motivé. Donc c'est plutôt une petite victoire, parce que je me dis que peut-être que grâce à cette édition, modestement, hein, mais peut-être que le film va pouvoir vivre un peu plus ailleurs, en salle, même en dématérialisé, que les personnes vont s'intéresser aux cinéastes, et pourquoi pas avoir une rétro, il y en a déjà une, mais une nouvelle rétro du cinéma de Zampa, pour qu'on puisse enfin découvrir tous ces autres films, parce que c'est un réalisateur extrêmement prolifique, par la suite. C'est un réalisateur qui s'est toujours intéressé au système, à la manière dont un pouvoir, quel qu'il soit, écrase la société et pas le peuple, mais les kidam moyens. Comment les gens, dans le milieu de la médecine, là, c'est la Camorra, mais dans tous les milieux, la politique, comment un système va être plus fort que l'individu et va l'écraser, et que après une période d'euphorie où on va penser pouvoir arriver à faire avancer les choses, il y a ce retour de ce goût un peu dramatique et un peu sombre, et cette vision du monde un peu sombre, en disant non, de toute façon on ne peut pas s'en sortir parce que cette force-là, quelle qu'elle soit, elle est plus forte que nous. Et je trouve ça très intéressant. Est-ce que Zampa a largement inspiré, influencé tous ces films politiques qu'on retrouvait par exemple en France dans les années 70, les Yves Boisset, les Costa Gavras, voire même les polars politiques italiens des années 70? Alors, peut-être plus les polars italiens que Ouais. les films français. C'est un corpus. C'est vrai que c'est une très bonne question. Alors, autant pour l'Italie, il est clair qu'il y avait un lien entre le cinéma d'exploitation italien et le cinéma d'exploitation japonais. Je sais pas, c'est clair quand on voit certaines œuvres qui se répondent, des genres, des formes qui reviennent, etc., qui sont similaires. Étrangement, je ne sais pas s'il y a la même chose en France, même s'il y a beaucoup de coproductions. Donc, effectivement, c'était des films qui étaient faits avec des acteurs français très souvent. Donc, peut-être qu'ils étaient, ils étaient souvent distribués en France, même très souvent, pas tout le temps, mais très souvent. Mais de là à savoir s'ils ont vraiment influencé. Je ne sais pas si Boisset ou Costa Gavras connaissent Luigi Zampa. Mais par contre, je suis pratiquement certain qu'ils seraient tombés amoureux de ces films-là. Moi, j'en suis persuadé. Alors, je les connais absolument pas. Bien évidemment, je suis en train de supputer, mais je pense que ce sont de sacrés cinéphiles, hein, surtout Boisset. Oui, Boisset. oui, tout à fait. Mais ça peut être intéressant, effectivement. Et autre chose, moi, je connais pas très bien le cinéma de Zampa. C'est un cinéma qu'il faut vraiment que je découvre. Mais il n'est pas très visible. Mais c'est ça, c'est peut-être pour ça. Mais avec ce que l'on sait un peu, oui, c'est ce que tu disais au début, mais est-ce que ce film-là, en l'occurrence, dénote un petit peu dans la filmo de Zampa, au niveau du style, là, pour le coup? Non, c'est quelqu'un qui commence dans ce qu'on a appelé le néo-réalisme rose, c'est-à-dire des comédies ou des films un peu plus légers qui se placent. C'est la deuxième vague après le néo-réalisme et les films qu'on connaît, Rome ville ouverte, etc. Il y a une vague un peu plus légère, entre guillemets, qu'on a appelé le néo-réalisme rose. Et lui, il fait ses premières armes à ce moment-là. En tout cas, ses coups d'éclat, parce qu'il commence, je crois, pendant la guerre, il fait un film ou deux. En tout cas, il est vraiment reconnu à ce moment-là. Et il va avoir une carrière un petit peu secrète, et il pâtit de deux choses. Comme je disais, il n'est pas suffisamment classique. C'est pas un maître du cinéma italien, c'est un petit maître. Ce qui est absolument pas péjoratif, mais en tout cas, en termes de reconnaissance, il a toujours été considéré comme
un très bon faiseur ou un artisan doué, mais pas un auteur majeur. Donc, il est pas adulé comme peuvent l'être aujourd'hui des Fellini, Antonioni, etc. Oui, oui, bien sûr. Et en même Oui. temps, il n'est pas assez bis pour être redécouvert par la classe, enfin la classe, par la petite porte. C'est-à-dire que maintenant, des Margheriti ou des, des, des cinéastes, on parlait de Poliziotesco, on redécouvre le Poliziotesco, qui est un genre de polar italien qui est fait souvent pendant les années de plomb, des polars extrêmement violents et très nihilistes, souvent nihilistes. Oui. Mais lui, il a pris ce goût-là. Comme il est entre les deux, c'est un petit peu compliqué. Mais je suis certain, je suis prêt à parier que d'ici 5-6 ans, il y aura une redécouverte. En tout cas, il le mérite. En tout cas, il mérite une redécouverte de toute son œuvre. Euh, et j'espère bien qu'elle va venir. Je crois que Canal, parce que j'avais regardé sur Canal, ils en ont plusieurs au catalogue. Ils en ont 2-3 qui sont restaurés. Donc, qui sait, un éditeur indépendant ou même Canal pourrait les sortir. En tout cas, il y a matière. Et c'est toujours bien de tomber sur des auteurs comme ça qui sont passés entre les gouttes et dire bah là, il y a quelque chose à faire quand même. Ah, mais on est en 2024 et on continue encore de découvrir des trucs. Non, Ouais. non, moi je suis absolument optimiste là-dessus. Vraiment, ça me dérange absolument pas. Ok, troisième film. Alors celui-là, par exemple, La Bête, qui date de 2019, c'est vrai que ça m'avait un peu surpris, je t'avouerais, Oui. qu'il soit dans le. Là, Alors, j'ai fait exprès de ne pas regarder les bonus. Par exemple, les bonus dans le binôme de Fernandel, c'est pour voilà, que tu saches, parce que je voulais vraiment t'entendre. Enfin, je voulais pas je voulais que ça soit spontané. Alors, pourquoi ce film? The Beast. Alors, comme j'expliquais, dans les films du catalogue Gaumont, il y a les films qu'on a produits qui peuvent être étranges et qui peuvent rentrer dans cette collection, mais il y en a très très peu finalement. Le deuxième cas, comme j'expliquais, c'est les films qu'on a rachetés. Gaumont rachète un catalogue, donc il se retrouve avec des films qui sont un peu plus inattendus. Le troisième cas, The Beast, c'est un peu particulier. Depuis quelques années, depuis je dirais depuis 10-15 ans, il y a un goût des remakes, des nouvelles versions. C'est-à-dire qu'on se dit qu'un film français qui peut avoir un petit succès ou pas mal de succès, ou peut-être aussi un échec, mais avoir une bonne idée, il peut avoir son remake ailleurs, en Angleterre, en Espagne, etc. Il y a un film qui s'appelait Le Jeu, je ne sais pas si ça te parle, qui est sorti il y a quelques années. Le jeu. Asia avait fait une version, et en France, je ne sais plus quel réalisateur avait fait cette version. Mais Eh en ben, tout écoute, cas, c'est un film qui a eu, je ne sais plus, 20 versions, 15-20 versions à travers le monde de cette même histoire de personnes qui se retrouvent autour d'une table et qui décident de mettre les téléphones sur la table. Et quand un message arrive, tout le monde le lit. Il y a quand même, il y a une idée, il y a un pitch un peu fort. Et chaque pays avait fait sa version. En Corée, donc The Beast est sorti, c'était le remake d'un film Gaumont, c'est 36 Quai des Orfèvres, donc le film d'Olivier Marchal, qui va fêter ses 20 ans, je crois, là. Je crois que c'est ses 20 ans, en novembre. Oui, c'est ça. En novembre, il va fêter ses 20 ans. Et il y avait eu, récemment, en 2019 ou 2018, un remake coréen de 36 Quai des Orfèvres. Alors là où c'est intéressant, c'est de noter les différences entre les deux films. Pas savoir si l'un est meilleur que l'autre, mais plus exactement, on peut en préférer un que l'autre, bien évidemment, mais les différences sont assez intéressantes. Et alors là, je suis très content parce que j'ai eu un bon camarade que je connais depuis des années, qui s'appelle Bastian Merson. Tu l'as reçu ou pas? Écoute, non, je ne l'ai pas reçu, je crois, Bastien. Il faut, il est, Mais il faut. il faut parce qu'en plus, il a écrit un bouquin qui s'appelle Escale à Hollywood, qui est un peu une sorte de grosse bible du cinéma coréen. Et pour l'anecdote, le jour Alors, pardon, je ne l'ai pas reçu, mais je l'ai reçu en Algérie. Parce que quand j'étais directeur artistique, j'ai d'autres vies. J'ai eu d'autres vies. Quand j'étais directeur artistique, pardonne-moi de me mettre un peu en avant, parce que normalement, dans une émission Microciné, c'est l'invité qui doit se mettre en avant. J'étais directeur artistique des rencontres cinématographiques de Béjaïa et nous l'avions invité pour parler d'un film. Je ne sais plus de quoi exactement, je m'en souviens plus, mais je l'avais invité. Donc voilà. Mais il faut qu'il revienne. Tu as raison. Oui, tout à fait. Et son livre a gagné un prix de la critique, je sais plus. Et en fait, du syndicat de la critique.
Je crois que c'est le prix du syndicat de la critique. Je veux pas. Et je me souviens qu'on avait un problème parce qu'il était entre 15 festivals, parce qu'il travaille tout le temps. Et il venait de sortir. Enfin, c'était en plus pas la promo, mais en tout cas, il tournait beaucoup avec son livre. Il dit je veux vraiment faire cette interview. En plus, il aimait beaucoup le film. Il dit c'est super, j'adore ce film. Il y a plein de choses à dire, mais on trouvait pas de moment. Et il m'a rappelé, il me dit bon, écoute, mon livre est présenté au syndicat de la critique et je vais venir. On sait jamais si je gagne un truc. Et si tu veux, le lendemain, on peut tourner. Et il a gagné. Donc, autant dire qu'il n'était pas. On l'a interviewé le matin, il n'était pas en. Il est arrivé, il n'était pas en forme, il était très fatigué, très heureux, mais très fatigué. Et pourtant, il a fait une interview qui était. Je crois qu'on a quasiment rien coupé, c'était parfait. On a posé la caméra, on l'a laissé parler, on l'a écouté avec des grands yeux, et c'était parfait parce qu'il refait l'histoire du polar coréen. Ouais. Et surtout, il insiste sur les différences entre The Beast et 36 quai des Orfèvres. Et là où il y a une anecdote qui est assez intéressante, c'est que pour 36 quai des Orfèvres, c'est des braqueurs. Et dans le cinéma d'Olivier Marchal en général, il y a beaucoup d'armes à feu. Et il nous expliquait que dans le cinéma coréen, dans la culture coréenne, les armes, c'est pas vraiment ça, parce qu'elles ont été longtemps interdites toutes les armes sont plus ou moins répertoriées entre guillemets. Il y a toujours des trucs. Donc en fait, quand il y a une arme dans un film, on sait tout de suite qui est le coupable. Donc le réalisateur a fait le choix de réécrire le scénario, et ce ne sont plus des braqueurs de banque, donc des gens armés, mais c'est un serial killer. Donc on arrive avec un mélange des genres où on va vers du Seven plus que du 36 quai des Orfèvres. Donc cette relecture est assez intéressante. Et puis il y a de temps en temps, je me souviens que quand j'ai découvert ce film il y a 2 ou 3 ans, il y a ce côté coréen qui va à fond, quoi, qui fait que c'est aussi spectaculaire que du cinéma américain, mais ça va à un niveau plus loin où c'est plus rentre dedans. Et j'avais été agréablement surpris par plusieurs scènes du film qui sont assez marquantes, notamment une séquence qui se passe dans une cité où il y a les policiers et d'autres personnes qui s'affrontent. Je n'en dis pas plus. Mais je trouvais que c'était extrêmement efficace et il y avait quelque chose qui faisait qu'il y a ce plaisir du cinéma coréen du grand spectacle. Donc j'étais content de le proposer et puis en plus moi je suis assez fan du cinéma coréen, comme beaucoup parce que j'ai découvert ça début 2000 avec les premiers films coréens qui arrivaient, soit en festival, soit en DVD dans des éditions un peu crasses, et puis après en séance de minuit, et puis des auteurs confirmés, le festival franco-coréen du film. J'ai plus tellement le temps d'y aller, mais j'ai deux amis que je salue, Guillaume Anthony, qui y vont très régulièrement et qui eux me rapportent, me disent ça, il faut qu'on voit ça, il faut que tu sortes ça, c'est super, il faut qu'on fasse un truc là-dessus. Je vais essayer de trouver, il y a une édition en Corée, je vais la commander, on va se regarder, etc. Et eux, c'est vraiment des défricheurs de ce genre de cette cinématographie qui est extrêmement riche aujourd'hui. Et qui, à mon avis, égale en termes d'action et de spectaculaire, même surpasse le cinéma américain. Non, mais le cinéma américain, depuis un certain temps, c'est un autre sujet, c'est une autre émission on pourrait faire ça. Mais en tout cas, si on veut trouver du rafraîchissement, un peu plus d'inventivité, des choses beaucoup plus audacieuses, cela fait un certain temps que le cinéma américain ne nous le donne plus. Donc, il y a un peu ailleurs. Il y a même des choses bien, mais en termes d'action, il y en a beaucoup moins, même si, voilà, je vais voir Furiosa 3 fois au cinéma, donc tout n'est pas perdu, même si je crois que le film je suis sûr que le film se plante malheureusement, mais non, il y a quand même des grandes choses, mais en tout cas, ça reste un cinéma dominant en salle et en termes d'entrée et de visibilité. Et si vous avez la possibilité de faire du cinéma coréen, mais oui, mais ça c'est voilà. En plus, il n'y en a pas beaucoup qui sortent en France, mais c'est souvent les meilleurs. Ou en festival, il y a toujours des choses à découvrir. Mais bon. Exactement. Je rouvre encore une parenthèse. Je me souviens du film pour lequel Bastien était venu. C'était pour son film Garuda Power. Voilà. Oui, c'est ça. Sur le cinéma indonésien. Indonésien. Exactement. Cinéma indonésien. Je referme la parenthèse. On attaque les 2 derniers films, un diptyque. Enfin, un diptyque, non. Pardon. C'est 2 films. L'un qui a été réalisé en 50 par Richard Potier, Meurtre, avec un point d'interrogation, si je ne me trompe pas. Si je me souviens bien. Et puis Le Voyage du Père,
qui a été réalisé 16 ans plus tard par un autre cinéaste, Denise de la Patellière. Les deux films réunissent Fernandel et les deux films ont cette particularité de faire partie des, je te cite, les films durs de Fernandel. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer à ta manière qui sont Richard Potier et Denise de la Patellière et puis ensuite nous expliquer en quoi il est important aujourd'hui de redécouvrir ou de découvrir ce jeu sombre, parfois triste, et qui peut être même étouffant, voire même effrayant de Fernandel. Oui. Quand il s'adonne à... Moi, j'ai des souvenirs plutôt de frayeur, moi, avec Fernandel, quand il s'adonne à des rôles un peu plus durs. Oui. Mais voilà, je te laisse... oui, mais ça, c'est des souvenirs d'enfance. Mais je te laisse nous parler d'abord de Potier et de Denise de la Patellière. Alors, Richard Potier, dans les deux cas, ce sont des artisans qui... C'est des gens qu'on réévalue aujourd'hui, ou qu'on évalue même plus exactement, puisqu'ils n'ont jamais eu d'autres intérêts que le public pouvait avoir. Mais c'est très compliqué de trouver des interviews, même des interviews de Denise de la Patellière ou Richard Potier. Richard Potier Denis de la Patellière n'a pas tourné très longtemps. En plus, je crois, il a 15 ou 20 ans de carrière de réalisateur. Je crois qu'après, il se tourne vers la télévision et il disparaît un peu. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui sont très souvent au service d'un acteur et d'un scénario et qui peuvent avoir l'intelligence de mettre leur... c'est souvent des réalisateurs d'exploitation, donc il leur faut un bon scénario, il leur faut une base solide pour être pleinement maître de leur mise en scène. C'est pas très clair, mais en tout cas, Richard Potier... C'est très clair, et peut-être même je pourrais rajouter un élément, mais qui est une question, et qui est un peu provocatrice, certes, vu que je suis un enfant de la nouvelle vague. Allez, ça y est, les mots sont lâchés, parce que là, avec de la Patellière et Richard Potier, on est vraiment dans le groupe. Et là où je veux en venir, c'est que, avec le recul, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils avaient vraiment un style? Ça va peut-être t'aider par rapport... voilà. Oui, en fait, c'est pas un style formel généralement, c'est un style d'artisan. C'est-à-dire qu'ils vont faire, ils vont pas. Quand Richard Potier fait Fanfare d'amour, qui est un film, je ne sais pas si tu le connais, c'est la première version de Certains l'aiment chaud. Certains l'aiment chaud, si. Exactement. Avec Carrette, et c'est un excellent film. Et on sent qu'il y a une efficacité dans la mise en scène, mais que c'est une efficacité à la papa. C'est-à-dire que ce combat avec la nouvelle vague est assez intéressant, parce que ça serait très simple de dire qu'ils ont tué un cinéma, donc c'est des méchants, ou alors ils ont tué un cinéma qui demandait qu'à mourir, donc c'est des gentils. Il n'y a pas de bon et de méchant dans cette histoire. Je trouve que la nouvelle vague a eu raison de faire ce qu'elle a fait, même si elle a fait beaucoup de dégâts, ce qui est de mettre certains auteurs, certains scénaristes, entre guillemets, sur le bas-côté, mais en même temps, ça a donné naissance à autre chose. Et dans le cas de Richard Potier et de Denis de la Patellière, c'est effectivement des réalisateurs un peu trop classiques, qui sortaient pas toujours des studios, qui faisaient du cinéma un petit peu pas d'exploitation, mais un petit peu lourd par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Quand on regarde Le Voyage du Père, que j'aime beaucoup, il y a à la fois la fascination de voir un lion, parce que le film se passe en grande partie à Lyon, un lion en extérieur qu'on n'a jamais vu ailleurs, mais on sent qu'il y a aussi derrière, malgré toute la passion que j'ai pour le film, un côté très classique dans la manière de mettre en scène, etc. Que quand on filme l'extérieur de Lyon, un lion un peu putride et sale et crade, vraiment, Denis de la Patellière filme quand même avec un pied de caméra, là où à l'époque on aurait pu avoir on aurait eu un Truffaut, un Godard, un Chabrol, enfin n'importe qui de la nouvelle vague aurait pris la caméra et aurait filmé de dos. Alors ça aurait été en noir et blanc, on aurait pas les mêmes couleurs, mais on aurait eu ce truc là, et puis on n'aurait pas eu ce sujet là, la nouvelle vague à l'époque, parce que la nouvelle vague s'intéressait à des sujets beaucoup plus jeunes.
Plus tard, ils l'ont fait, mais la nouvelle vague, c'est une génération qui arrive qui va ringardiser un petit peu tous ces auteurs-là. Et puis, si la nouvelle vague, entre guillemets, a gagné à une époque, a réussi à imposer son idée, c'est que le public avait changé. Et quand Richard Potier fait Meurtre, Fernandel, même s'il a toujours eu du succès, même sur la fin de sa carrière, c'est un acteur immense, etc. Au moment du Voyage du Père, il est déjà dans une carrière qui est en train de s'éteindre. Dans le cas de Denis de la Patelière, qui est surtout connu pour ses films comme Un taxi pour Tobruk, Les Grandes Familles, c'est souvent un réalisateur qui va s'aider d'un acteur ou d'un dialoguiste scénariste comme Michel Audiard derrière. Lui, il avait été particulièrement attaqué pour un film en particulier qui s'appelle Rue des Prairies, justement. Rue des Prairies avait été un déclencheur. C'est un film qui avait cristallisé la haine de la nouvelle vague pour ce cinéma un petit peu, entre guillemets, industriel à une certaine époque. C'est-à-dire qu'il faut savoir que un Michel Audiard avait un scénario, enfin un film sur les écrans tous les 3 mois au minimum. Donc, il y avait aujourd'hui, on les redécouvre et on trouve que on n'en a jamais assez, mais à l'époque, il y avait une overdose. On lit dans les critiques encore un film de Michel Audiard. C'est le Michel Audiard de la saison, etc. Donc il y avait aussi une lassitude par rapport à ça. Mais dans le cadre des Prairies, la communication avait été faite sur le fait que quand Jean Gabin rencontre la nouvelle vague, et le terme nouvelle vague avait été un petit peu détourné, c'était une nouvelle vague d'acteurs. Donc les acteurs, c'était des acteurs un peu plus jeunes. C'était pour dire que voilà, c'était pour surfer un petit peu sur la mode de la nouvelle vague, ce qui avait déclenché un petit peu les foudres des membres de la nouvelle vague, entre guillemets, qui est une génération plus jeune qui arrive et qui prend le pouvoir, ce qui est tout à fait naturel. C'est-à-dire que Marcel Carné avait fait pareil en faisant des articles avant de faire des films, et très régulièrement, il y a cette mécanique qui se met en place. À un moment, on dit bon, on passe à autre chose parce que là, on a fini, etc. Et c'est ce que je trouve très très beau dans Le Voyage du Père. Le Voyage du Père, c'est un film de fin de race. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un père qui va se retrouver perdu dans un monde qui n'est plus le sien. Non pas seulement parce que c'est quelqu'un qui vient du Jura et qui va chercher sa fille, et il va la chercher dans les rues de Lyon, mais surtout que quelque part, il ne reconnaît plus le monde qu'il a connu. C'est pas son monde. Il tombe sur des petits bistrots où tout est en plastique, des gares où des gens parlent de politique, etc. Tout ce côté-là est assez intéressant, je trouve. Et il y a un autre acteur qui a fait exactement la même chose à l'époque, qui est Jean Gabin. C'est-à-dire les Gabins fin de race, fin de règne, sont très intéressants. Je pense notamment au Pacha, qui est un film que je trouve passionnant. Non pas parce que c'est Gabin, Audiard qui se retrouvent après une dispute de quelques années, donc on est content de les retrouver. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un film qui pue qui transpire la mort d'un monde qui est en train de disparaître. Et dans les deux cas, les films ont quelques années d'écart. D'ailleurs, Le Voyage du Père est produit par la Gaffer, qui est une boîte qui avait monté Gabin et Fernandel. Et je crois qu'à une époque, Gabin devait faire Le Voyage du Père, et c'est finalement soit il pouvait pas, soit Fernandel voulait aussi faire un film. Donc c'est Fernandel qui a pris le rôle principal. Mais ce sont des films Le Voyage du Père ou alors Le Pacha, qui montrent qu'une page est en train de se tourner. Et on est en train de... dans les deux acteurs, avec ces deux films-là, les acteurs regardent les mondes s'éteindre. Ils sont presque spectateurs du passage des années 50 aux années 60. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est que c'est très mélancolique finalement Le Voyage du Père, au-delà de l'histoire du film, de voir Fernandel voir le monde qui passe devant lui et ne pas pouvoir y prendre part d'une certaine manière. Je trouve ça très intéressant. Tout comme Gabin dans Le Pacha, tout comme Gabin dans le seul film qu'il a fait sous la direction, sous la mise en scène de Michel Audiard. Michel Audiard a réalisé une dizaine de films, mais il a fait avec Gabin, c'est pas Eurokitomie, c'est non, c'est La Marmite. Le drapeau flotte sur la marmite. Et je trouve que c'est un film génialement raté. C'est-à-dire que c'est pas un film qui se regarde avec un plaisir, mais il y a ce côté où Audiard
va fermer la porte, va faire son adieu à son acteur. Je crois que c'est quelque chose de conscient quand on regarde le film. Il est là, il se rend compte que le personnage de Gabin, truculent, qui parlait comme ça, qui faisait des belles phrases, qui faisait le show, etc., il peut plus finalement. Et puis ce monde de petits bistrots, etc., il est en train de disparaître aussi. Et je trouve ça, je trouve que c'est un film extrêmement touchant. Et tout comme Le Voyage du Père d'une certaine manière, même si c'est un film beaucoup plus sombre et beaucoup plus classique, on va dire. Mais je trouve que même le format d'image un peu large se justifie parce qu'on va filmer un lion. Déjà, on n'a pas l'habitude de voir Lyon au cinéma, ou pas assez en tout cas, comparé à Paris ou quoi. Et le voir filmé comme ça, mais pour montrer quelque chose de sale, je trouve que c'est assez malin. Et c'est là où des gens comme Denis Lapatelière ou Richard Potier peuvent avoir de temps en temps des idées de mise en scène qui sont un instinct d'artisan. C'est pas quelque chose de conscient, c'est pas quelque chose où on va pouvoir dresser un portrait ou une ligne d'auteur évidente. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la nouvelle vague et tant d'autres les ont mis de côté un petit peu, c'est que comme c'est des artisans qui faisaient un peu tout type de film, souvent au service d'un scénario ou d'un producteur ou d'un acteur ou des trois à la fois. Quand on a Gabin, c'est d'un acteur surtout. Hein. Oui. Mais, Ouais. mais souvent, quand on avait Gabin, on avait aussi son chef opérateur, Louis Page, et puis on avait aussi Oui. donc c'était très bien. Mais le réalisateur se cachait derrière ce système. L'acteur perdait son pouvoir. D'ailleurs, je parlais du Pacha. Le Pacha, Lautner a réussi à imposer son chef opérateur, Maurice Fellouz. C'est une idée de génie. C'est pour ça que je trouve que Gabin est perdu dans la modernité dans le Pacha. Et c'est fabuleux. Et Le Voyage du Père, c'est un petit peu la même chose. Mais en tout cas, comme ce sont des réalisateurs qui n'avaient pas forcément, qui étaient un peu tributaires de tout ça, et qui pouvaient tourner aussi bien des comédies une semaine, et puis 6 mois après, ils tournaient un polar, et puis c'était la mode la mode avait changé, donc ils suivaient la mode. C'est un petit peu compliqué. C'est aujourd'hui qu'on arrive, souvent grâce aux éditions vidéo ou rétrospectives, à avoir à suivre le fil de tout ça et se rendre compte qu'il y a des points communs entre tout ça dans les films de Gilles Grangier, dans les films de Lapatelière, de Richard Potier et d'autres. On se rend compte qu'il y a quelque chose et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui puisque la vidéo, la télévision permet plus facilement de les revoir, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Après, c'est vrai que oui, même s'il y avait un gros effort aussi de la télévision, mais Bien sûr. c'est différent. Après, ça pourrait faire l'effet d'une autre émission parce que c'est très intéressant, je trouve, ce que tu dis sur ce que la nouvelle vague pouvait reprocher à tous ces films-là. Et tu as dit une phrase qui est très intéressante. Tu as dit, parlant du personnage de Fernandel dans Le Voyage du Père, c'est que il ne peut pas s'intégrer dans cette nouvelle société. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il ne peut plus ou est-ce qu'il ne veut, est-ce qu'il ne peut pas ou est-ce qu'il ne veut pas? Et ça, c'est peut-être ce ne pas vouloir qui est l'un des aspects que la nouvelle vague reprochait à ce cinéma-là dans les années 50, voire un peu 60, début, mais plus comme avant parce qu'ils n'écrivaient plus, ils étaient devenus cinéastes eux-mêmes. Il y a une interview de Fernandel qui est assez intéressante. Bon, en tout cas, il le dit dans plusieurs interviews, mais c'est une interview qui est sur je crois, Radioscopie, qui est disponible sur Jacques Chancel. Oui, exactement. Qui interview Fernandel et qui lui parle à un moment de la nouvelle vague. Et Fernandel pousse des cris en disant que Jean-Luc Godard a tué le cinéma. Mais littéralement, il dit celui-là, je l'exècre, etc. Donc, la haine, en fait, en tout cas, le combat était des deux côtés aussi, il faut le remettre en place. Et il y a aussi autre chose qui va permettre d'argumenter, ou en tout cas de trouver un début de réponse, c'est que une fois qu'il fait meurtre, juste après, Fernandel fait ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'appelait Verneuil une Fernandellerie. C'est un film qui reprend un petit peu son personnage. Donc, cette volonté de sortir de son personnage et de prendre des risques, que ce soit dans Meurtre ou même du Voyage du Père, où sa carrière commence à être un peu plus crépusculaire, son personnage commence à être un peu plus crépusculaire, sa carrière arrive de toute façon de fait un petit peu vers la fin. Une fois qu'il a fait ça, après il refait un film pour retrouver le succès. Donc le risque qu'il prend, c'est pas un risque en disant je fais ça, et puis après je vais faire un film sérieux, puis je vais refaire un truc, une autre tentative, c'est
il y va un petit peu il y va, mais pas tellement, quoi. Il prend pas tellement de risques. Alors que on pourrait se dire que c'est le cas d'un acteur qui va faire de la comédie ou un acteur de comédie qui va faire plutôt, plus exactement, c'est le cas d'un acteur qui va essayer de changer de registre en disant j'ai fait de la comédie toute ma vie, mais je suis un acteur sérieux et je vais essayer de le faire. Et puis, Mhm. il peut arriver qu'un acteur n'y arrive pas. Il essaye, mais c'est pas convaincant. Et donc, il revient un petit peu à la comédie. Donc, parce que le résultat peut ne pas être bon. J'ai pas d'exemple en tête particulier, et puis c'est pas un peu le cas. Dans le cas de Fernandel, quand on regarde Le Voyage du Père comme meurtre, à aucun moment on se dit, voilà, il est pas bon, quoi. Je préfère quand il fait des grimaces et je préfère quand il fait quand il fait du Fernandel. Non, non, il est très bon là-dedans. Mais peut-être qu'il a, je sais pas si c'est une pudeur, je sais pas si c'est une peur, je sais pas si c'est très étonnant le fait qu'il ait voulu faire ces films parce que finalement, il aurait pu aller plus loin, je pense. Il aurait pu continuer là-dedans. Oui, mais quand tu le vois parmi ses tout premiers films, quand tu le vois par exemple dans Naïs de Marcel Pagnol, tu ne peux pas être surpris de ce qu'il donne dans Meurtre et dans Le Voyage Non, du Père. Parce que dans Naïs, il y a quand même des choses. Mais tu as mais raison, c'est pas évident. Mais dans bien sûr. Naïs, il y a des moments, des fulgurances. Il est plus dans le registre de la comédie grinçante, mais il y a des moments Ouais, où il enlève le masque et bien c'est sûr. prodigieux. Non, non, mais il C'est est capable de. prodigieux. Ce que je dis, c'est que je dis pas que c'est un mauvais acteur, soit en comédie, Ah soit non, en non, drame. bien sûr, non, non, je c'est Par juste. le fait que- Mais effectivement, il y a Naïs, il y a aussi le Spoons, hein, tout simplement. Enfin, même si c'est un Ah bah, personnage un peu drôle, il y a quelque chose de noir. Mais tout- les- la plupart des films qu'il a fait avec Fernandel sont, bah, Espagnol, ouais, ouais. Ouais, je avec- suis d'accord. pardon, la collaboration Pagnol-Fernandel, je vois pas ce qui a acheté, quoi. Je vois pas de film où je me dis, bon, voilà, c'est pas terrible. Mais même plus tard, son dernier film, c'est un film qui s'appelle Euro qui comme Ulysse. Il y a ce côté un peu Fernandel qui essaye de refaire du Pagnol. C'est un film très touchant, mais Ouais, très atypique, il aurait pu aller effectivement. plus loin. Et il va plus loin dans Le Voyage du Père. Il y a un film qui s'appelle, comment Crésus, Oui, Jean ouais, Giono, qui est très le jeu d'eau. intéressant aussi, qui est, pas, Mmh. qui est, qui est assez passionnant. Et puis, Fernandel va faire aussi des mauvais choix de temps en temps, je trouve, parce que quand il décide d'aller faire un film avec Duvivier, Duvivier, immense cinéaste, Fernandel, Duvivier est reconnu pour sa direction d'acteur, même si à l'époque il était un petit peu, ça fait partie des gens qui étaient vilipendés par la nouvelle vague, et encore, il faut nuancer parce que ses Oui, premiers films, il y avait c'est jamais aussi voilà, simple ouais. que ça. Jamais. C'est pour ça qu'il faut revenir toujours sur les critiques, sur les machins, parce qu'on a gardé cette idée un peu simple de cinéma, de nouvelle vague qui se bouche le nez en regardant les films de De Funès et les films qui marchaient et qui s'extasiaient sur des films qui faisaient 300 entrées. C'est totalement faux. Ça, c'est une image d'Épinal un peu Oui, fantasmée. bien sûr. Il faut creuser un petit peu. Mais en tout cas, à la fin de sa vie, Duvivier est un petit peu effectivement critiqué, mais c'est l'homme à l'imperméable que fait Fernandel avec Duvivier. Et ça, c'est un vrai rendez-vous manqué. C'est un vrai rendez-vous manqué parce qu'on sent que Duvivier veut faire du Duvivier, mais il n'y arrive pas. Et Fernandel essaye d'apporter son humour et ça s'entrechoque pas joyeusement. Donc c'est dommage, c'est dommage. Mais là, il a réussi. Si Là, il a fait confiance. si on devait, peut-être, expliquer un petit peu cette nouvelle vague avec, les films, en l'occurrence comme Meurtre, alors je dirais pas le Voyage du Père parce que il a été fait en 66 et la nouvelle vague ne théorisait plus, elle faisait des films. Mais Oui, par exemple Meurtre et d'autres films. Duvivier, c'est factuel ce que je raconte, hein, c'est dans la biographie sur François Truffaut de Toubiana et de Beck, on oui. trouve cette Passionnant. anecdote-là. Pardon. Pardon, oui, cette biographie est passionnante. Qu'on aime ou pas Elle Truffaut, est, mais on pourra un jour en parler, mais pour moi, elle a été oui, révélatrice de beaucoup de choses. Et Duvivier fait un rêve. Dans ce rêve, il est avec François Truffaut, jeune, et ils s'apprêtent à prendre un bateau. Duvivier ne retrouve plus son ticket et Truffaut l'engueule, mais l'engueule énormément. Et Truffaut prend le bateau tout seul. Voilà ce que ça dit en gros. Duvivier, donc après ce rêve, il se réveille, il prend un bout de papier, il commence à envoyer une lettre à Truffaut et il lui dit: je crois que nos différents, ou peut-être les différents du cinéma que je représente et vous, ça vient de là.
Le bateau, c'est le cinéma. Et vous me demandez d'aller vite pour trouver ce petit quai, mais moi, je le trouve plus ce ticket, donc je reste à terre et vous prenez le bateau. Voilà. Et c'est vrai, hein, c'est un rêve incroyable et ça dit beaucoup de choses. C'est un peu symbolique, mais je trouve que Non, c'est mais très, c'est intéressant. très Et puis touchant. sur le il faut préciser 2 choses qui sont assez parlantes. C'est que premièrement, il y avait une crise du cinéma à l'époque. C'est-à-dire que si des C'est producteurs vrai. donnent de l'argent à des gens qui n'ont pas l'expérience, parce qu'à l'époque, il y avait un système extrêmement compliqué pour faire des films. Il fallait d'abord être assistant, deuxième assistant sur 3 ou 4 longs métrages, puis premier assistant sur 3 ou 4 longs métrages, pour avoir le tampon pour dire maintenant vous pouvez être metteur en scène. C'était extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que les réalisateurs, quand ils arrivaient devant, enfin plutôt derrière une caméra, mais sur un plateau, bah, ils avaient 45 ans. Et la Nouvelle Vague a fait non, 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 nous on veut faire des films. Il y a ça, il y a une crise de cinéma, donc cette barrière va être rompue parce qu'on va, on va laisser passer ça. Et aussi techniquement, il y a aussi une manière de tourner beaucoup plus facilement avec des caméras plus légères, plus sensibles et qui permettent de tourner plus facilement et de sortir des studios. Donc c'est une forme de liberté. Et puis il y a aussi comme je disais, les sujets de la nouvelle vague, c'est des sujets de personnes qui ont 20-25 ans à l'époque. Donc Ouais. c'est des jeunes. Et les jeunes n'avaient pas tellement de place au cinéma. Quand on regarde les jeunes dans les films de Gabin, d'après-guerre, Chien perdu son collier, c'est énorme, hein. Faut le ah, voir ce film, hein. ouais, mais c'est Ah, c'est assez. quand même. C'est une jeunesse d'épinal, quoi. C'est une jeunesse qui n'existe pas d'une certaine manière. C'est des Ou les filles qui tricheurs de ont Marcel Carné. Les tricheurs de 9 ans. Marcel Carné. C'est. Ouais, mais Mais c'est intéressant. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup de revoir ces films-là parce que ça dit aussi le contre-champ de tout ça. c'est bien Ça- sûr, tout à fait. Et, Non, mais c'est et c'est des. passionnant. C'est Bien sûr. passionnant. C'est pour ça que je pense que voilà, il faut continuer à ça. Mais par rapport à ce que tu disais sur, c'est important parce que on a effectivement, quand on parle de Nouvelle Vague et de ce cinéma français des années 50, on oublie beaucoup de choses. Mais tu vois, au niveau de la production, la conception d'un film, c'est très intéressant parce que Truffaut dit que lorsqu'il fait Les 400 coups, il faudra l'aide de Philippe de Broca qui avait déjà commencé à faire des films Bien pour sûr. pouvoir avoir cette carte, pour Oui, pouvoir oui. faire le film. Parce que c'est pas Non, si évident que ça. non, non, non. Donc c'est beaucoup plus complexe en fait. Oui. Mais en tout cas, Beaucoup plus- la nouvelle vague va décloisonner tout ça et va, va donner vraiment un coup de pied dans la fourmilière. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on a 2 films au catalogue, 2 films à sketch qui sont au catalogue Gaumont. C'est les 7 péchés capitaux Ouais. 52 et les 7 péchés capitaux 62. C'est-à-dire qu'en 1952, il y a eu une version avec 7 réalisateurs qui ont fait chacun un sketch, le péché, l'orgueil, etc. Mhm. Et en 62, c'est le même principe. Dans le film de 52, c'est des réalisateurs un peu classiques, donc qui vont s'intéresser aux interdits d'une certaine manière. C'est ça les péchés capitaux, c'est des interdits, des choses qu'il ne faut pas faire, avec humour, avec, cette histoire de qualité différente, parce que c'est des sketchs. Et dans le cas de 62, c'est des réalisateurs qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont tous plus ou moins affiliés de près ou de loin à la nouvelle vague. Il y a Chabrol, il y a Jacques Demy, il y a De Broca, etc. Et voir la différence entre les deux est assez fascinante. C'est-à-dire que l'un est extrêmement péchu, musclé, etc. Et l'autre est assez pépère et tranquille. Et les 10 ans qu'il y a eu, c'est parce qu'entre-temps, il y a eu effectivement une génération qui arrivait, qui était la génération du baby-boom et qui était là, qui a donné une impulsion hallucinante dans la culture de la fin des années 50. La Mais nouvelle vague est en 57, 58. Enfin, théoriquement avant, mais dans les films sur les écrans, c'est ça. C'est Chabrol qui fait mon cousin, mon cousin, en plus, un Oui, catalogue, le beau Serge. Le le beau faux Serge cerf. qui est les cousins. En fait, tu as fait un Mitch. C'est ça. T'as réuni les deux. Mais après, bon, on va en arrêter là parce que c'est passionnant, mais on pourrait continuer, je veux dire, c'est passionnant, mais Bien le sûr. cinéma français, le film de 52 est aussi à l'image de ce cinéma français qui Oui, arrive après la Seconde Guerre mondiale, oui, après la collaboration aussi. oui, bah oui. Ouais, oui. Non, non, Et c'est un cinéma français un peu particulier, comme Le Père Tranquille, par exemple. C'est à cette oui. image-là. Donc, il y a un truc qui est à étudier aussi parce que c'est vraiment passionnant, ce cinéma-là de début des années 50. Oui. Mais enfin, Là, il y a un mais bon. autre livre qui s'appelle les écrans de l'ombre, que je conseille aussi énormément, qui est peut-être plus universitaire que la biographie de Truffaut, qui est qu'on aime ou pas Truffaut, il faut vraiment lire. Mm. Et je suis pas un grand, faut pas trop le lire, mais je suis pas un grand amoureux de Truffaut. Ça, je reconnais Si, plein faut de le dire, choses, soit c'est pas grave. théoriquement, soit
Mais je suis pas un immense amateur de trop. En revanche, la biographie, la biographie de Debec est, est, est un Tout des bien, hein. Mm. et Tobiana est un des à lire absolument. Et il y a un livre qui s'appelle Les Écrans de l'ombre, qui va analyser du début de l'occupation, c'est presque l'intro, jusqu'à 30 ans après, la représentation de la guerre dans le cinéma français. Et comment des productions sont lancées pour essayer de donner une image d'Épinal et une image lisse de ça. Le Père Tranquille, que tu citais, La Bataille du Rail, bien sûr, qui sont des films Bien sûr. qui sont produits par le. Dès que le débarquement a lieu, ce nouveau gouvernement qui se met en place, en tout cas cette nouvelle force qui se met en place, met tout de suite en chantier ces films-là. Donc c'est assez passionnant pour essayer de redorer un peu le blason de la France et essayer de donner une image de cette période sombre. Et après, le livre va analyser tous les films qui vont aborder de près ou de loin la guerre, dont la guerre d'Algérie, la fameuse guerre sans nom, et ça, ce qui était interdit, ce qui était censuré, etc. Et ce roman est passionnant, passionnant. C'est l'été, C'est si vous avez ça. le temps, et voilà, prenez Les Inclassables, mais prenez aussi ces romans-là. Bah oui, bah revenons à ça. Il y a 5 films donc dans la collection Les Inclassables qui sont sortis depuis un certain temps, pas très longtemps, depuis un mois. Ça ne nous empêche pas d'avoir eu une conversation de plus d'1 heure et c'est ça qui est génialissime. En plus, je lui avais dit à Sylvain en amont, Eh ben oui, tu vas voir, il va se passer. On est tellement bavard que ça va être long, mais jamais, ça va être, ça sera pas lent, mais ça sera long et ce sera joliment lent, comme on dit. Le Château des Amants Maudits de Ricardo Freda, Les Coupables de Luigi Zampa, The Beast de Lee Jong-ho, j'espère que je l'ai bien prononcé, Meurtre de Richard Potier et Le Voyage du Père de Denise de la Patelière. C'est les 2 derniers films ont cette particularité d'avoir comme acteur principal Fernandel, et le film dur de Fernandel. Ces films-là sont disponibles maintenant en Blu-ray et je vous invite à les découvrir ou les redécouvrir. C'est très intéressant avec plein de suppléments, bien évidemment. Et à chaque fois, le film est présenté par mon invité ici présent. Merci beaucoup, Sylvain, de m'avoir consacré 1 heure de ton temps. C'est un plaisir, comme d'habitude. Je vais juste te dire que, comme je disais, mes patrons m'ont fait confiance 2 fois, avec un peu d'inconscience, ils m'ont fait confiance pour ces 2 premières vagues. Il y en aura une 3e, donc j'arrive à les convaincre. Je ne sais pas comment de faire mes bêtises, mais il y aura une 3e vague en décembre. Et Scoop, les films, ce sera The Target. Donc c'est comme The Beast, c'est un film coréen qui remake un film français. Il y a Johnny s'en va en guerre de Dalton Trumbo. Excellent film, unique film de Trumbo, mais excellent film qui était à Cannes Classique et qui va ressortir en salle. Mais ça va être, ça va être une bonne chose de l'avoir en Blu-ray parce qu'il était plus visible depuis quelques temps. On a quoi aussi? On a un film italien, donc c'est les 3 frères de Rossi. Francesco Rossi, merci. Superbe restauration de ce film avec un beau casting. On l'aura en version française et version italienne. Et on est en train de préparer des suppléments. Je pense que ça va être très sympa. Et aussi un film qui était sorti chez nos camarades, notre camarade du Chat qui fume, Stéphane Bouillet, Lune froide, parce qu'on va le ressortir dans une version un petit peu remaniée, non pas du film, mais dans les suppléments. Et je pense qu'on aura de belles choses dedans. Donc ça sera moins chargé en termes on n'aura pas le luxe de l'édition de Stéphane, mais on aura l'avantage d'avoir un prix doux. C'est un truc aussi qu'on essaie de faire chez Gaumont, c'est de proposer des films de manière qui soit abordable. C'est-à-dire que moi, en tant que cinéphile, il y a 25 ans, j'aurais pu m'acheter, j'espère, si l'envie était là en tout cas, mais j'aurais pu m'acheter ces inclassables parce qu'on essaie de garder un prix réduit pour que le plus de personnes y aient accès. Parce que c'est toujours c'est toujours très plaisant quand on a une belle édition avec un immense 2 livres, des vinyles, des bouquins, des 4 heures de supplément, etc. Le fait est que l'accès à ces éditions est un petit peu limité de fait, et je me dis qu'un jeune cinéphile peut, s'il s'intéresse aujourd'hui, je sais pas, Fernandel, ce qui pourrait sembler un peu aberrant, ou un auteur comme Luigi Zampa, s'il peut avoir accéder à ce cinéaste partout
qu'il soit à Paris ou à Toulon ou à Soisy-sur-École ou à Paimpol, bah, il peut y avoir accès d'une certaine manière parce que les films sont disponibles, j'espère en tout cas le plus largement possible et à un prix réduit aussi. C'est quelque chose on essaie de faire attention chez Gaumont, donc je suis très content parce que c'est aussi dans ma philosophie. Et puis heureusement que le CNC nous aide aussi parce que ça nous permet effectivement ça vous permet à tous d'avoir 2-3 euros de moins, 4 euros de moins à débourser pour nos éditions. Parce que les aides du CNC permettent ça aussi. Ça, c'est un autre débat. Oui, parce que le CNC, par exemple, le CNC ne finance pas, par exemple, les blockbusters ou des films avec 300 entrées. J'ai vu ça quelque part une fois sur Twitter il y a quelques temps. Là, il y a quelque chose. Lamentable. Je vais finir, et je l'ai déjà dit 2-3 fois sur X, sur Twitter. Il y a une sorte de truc un peu nauséabond qui commence à tourner autour du CNC, qui est cette idée un petit peu, tout comme le service public, c'est genre, c'est des cas, c'est des privilégiés, c'est nos impôts, c'est notre. Il y a quelque chose de dégueulasse qui est en train d'arriver et je pense qu'il faut absolument qu'on se batte contre ça. Expliquez bien ce qu'est le CNC, expliquez bien ce qu'est le service public, etc. Parce que ça pourrait faire des dégâts beaucoup plus considérables que juste, effectivement, pour l'instant, c'est une poignée de débiles sur Twitter dont on voit un petit peu qui tiennent un discours à 2-3 neurones, mais je pense qu'il va y avoir un truc un petit peu dégueulasse derrière qui va s'installer, qui va être très crasseux et qui va être très difficile à enlever. Donc, je pense qu'il va falloir être très vigilant. Eh bien, tu sais quoi, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, non, c'est pas c'est pas récent. Moi, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Ça fait 3 ans que j'entends ça. Et surtout de la part de youtubeurs. Oui, mais je veux dire, à force d'en entendre, j'ai l'impression que ça fait 15 ans que c'est là, tu vois. Et j'ai un confrère qui s'appelle Game Focus et qui est intermittent du spectacle. Il est technicien du cinéma. Et lui, dans ses vidéos, une fois sur deux, il explique pédagogiquement certaines choses. Et il a fait toute une vidéo sur ça, sur le CNC. Et il démonte finalement ces avis qui sont sans tête. Bon, en tout cas, tous ces films, Le Château des Amants Maudits, Les Coupables, The Beast, Meurtre et Le Voyage du Père sont disponibles en Blu-ray depuis un certain temps. Voilà, très bien, superbe. Le Château des Amants Maudits, Le Voyage du Père et Meurtre dans le même des Blu-ray. The Beast. Et donc, si vous l'avez, vous pouvez retourner la jaquette. Vous l'ouvrez et vous avez une jaquette alternative dessus. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Tu reviens, en tout cas, quoi qu'il arrive, en décembre pour qu'on parle du troisième lancement, 3e édition, on va dire ça comme ça. Et puis d'ici là, prends des bonnes vacances si tu en prends et à très vite. Merci à toi, Sylvain. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony